Voilà. Et bienvenue. Nous étions dans le cours, nous avons abordé un nouveau chapitre. C'est le chapitre 3e. La théorie scolastique est-elle en harmonie avec les faits? Bon, elles sont en harmonie avec les faits. Je pense que c'est pas très, un chapitre pas très important, parce qu'en tout cas, la, la science évolue de tout le temps, mais on peut parcourir, si vous voulez bien, n'est-ce pas? On ne va pas s'arrêter trop longtemps à cela, mais c'est quand même intéressant de voir comment, effectivement, pardon, la, la doctrine scolastique se vérifie même euh, avec les trouvailles modernes. Je parle surtout pas des hypothèses de travail, mais des faits. Des faits. Alors, dans le règne inorganique, donc chimique et de minéraux, comme on dit, comme l'appelle Aristote, l'individualité appartient à l'atome du corps simple. L'atome du corps simple. L'individualité. Parce que si on coupe là-dedans, on détruit l'individualité, on va entrer dans les parties du corps simple. Et l'individualité appartient à la molécule du composé. Donc il y a des composés, des êtres qui sont composés de plusieurs atomes et leur individualité la plus petite, la plus élémentaire, c'est la molécule. Et pour le corps simple, c'est tout simplement l'atome lui-même. Les corps sensibles, on ne parle pas des corps spirituels, hein, comme l'âme et l'ange, mais les corps sensibles sont des agrégats d'individualité atomique ou moléculaire. Tous les corps sensibles. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est sensible, sont des agrégats. Parce que nous ne voyons pas les molécules, nous ne voyons pas les atomes. Ce qu'on voit, c'est des agrégats, des masses de milliers, des milliards et des millions d'atomes qui font une quantité qui devient visible pour l'œil nu. On arrive à voir avec des microscopes des molécules, mais pas avec l'œil nu. L'œil nu ne voit pas les molécules, même si elles existent, on ne les voit pas. Donc les corps sensibles, ça veut dire accessibles à notre sens sans les instruments, par exemple le microscope, sont des agrégats. Alors, article 1er, fait de l'ordre chimique. Premièrement, les poids atomiques. Donc numéro 83, la diversité des poids atomiques. Le poids de l'atome est une propriété tellement spécifique, ça veut dire ça appartient à l'espèce, en ce sens que chaque corps simple a un poids atomique propre. Donc le fer, le plomb va être plus lourd que l'atome de l'hydrogène, par exemple, ou d'oxygène. Un poids atomique propre, invariable, invariable, en vertu duquel il occupe une place déterminée dans cette échelle graduée qui s'étend de l'hydrogène, le corps le plus léger, à l'uranium, le corps le plus lourd. Bon, c'est encore plus lourd que l'or et le plomb
L'uranium, c'est le plus lourd. Pour l'atomisme, la diversité des masses atomiques est une conséquence naturelle de la spécificité des corps élémentaires. Voilà, c'est une propriété spécifique. La matière et la forme sont liées entre elles comme l'acte à la puissance. Bon, il a inversé les choses parce que la partie de matière et de forme, donc il devrait parler plutôt de puissance et de l'acte, parce que la matière, c'est la puissance plutôt, et la forme, c'est plutôt l'acte. Donc la matière est en puissance de recevoir des formes, et la forme donne l'acte à la matière. L'acte d'exister et l'acte de pouvoir agir. Parce qu'on agit, toute chose agit par sa forme. Donc la forme donne plutôt l'acte à la chose, et la matière plutôt la puissance. La puissance. La puissance, ça veut dire la possibilité d'exister à la forme. Parce que la forme ne peut pas exister sans matière, et la matière se transforme, comme on vient de voir dans des autres conférences. Or, il est dans le vœu de la nature, donc il y a une tendance de la nature, il parle de vœu, de manière bien sûr métaphorique, parce que le vœu, normalement, ça appartient à un être avec une volonté libre et une intelligence, mais le vœu de la nature, ça veut dire que la nature tend vers un but, quelque chose de final, donc il y a une tendance, et aussi longtemps qu'elle n'a pas atteint cet état de repos, qui est son but, son équilibre, elle tend à cela, comme elle veut, comme un vœu, elle souhaite, c'est une manière impropre de parler. Donc, il est dans le vœu, entre parenthèses, de la nature, que de l'un à l'autre, donc de l'un à l'autre, il y ait adaptation parfaite, qu'à la série progressive des formes essentielles des éléments correspondent une série analogue de quantités de masse ou de poids atomiques, à la série processive des formes. Donc, l'adaptation de l'un à l'autre, ça veut dire de l'acte à la puissance, de la matière à la forme. Et puisque chaque forme est différente et informe la matière d'une manière différente, forcément le poids va aussi différer. On pourrait dire de plus que l'atome a plus d'éléments, plus d'électrons, et que la molécule est plus composée, de plus qu'il y aura du poids, c'est évident. De plus qu'il y a de la matière, de plus qu'il y a de poids. Eh bien, il y a des atomes et des molécules qui ont plus de matière que d'autres. Alors, la constance des poids atomiques. Malgré leur inégale grandeur, les masses atomiques sont toutes également indivisibles par les forces physiques ordinaires. Et c'est pour ça qu'on l'appelle atome, ça veut dire ne pas pouvoir être coupé. Quand on a découvert l'atome, on a pensé que c'était vraiment l'élément fondamental qu'on ne pouvait plus diviser. Atome, ça veut dire ne pas pouvoir être coupé en grec. Ensuite, on a vu que l'atome peut être cisé, peut être scindé, peut être donc décomposé, et ça dégage même une énergie incroyable, dont est résultée la bombe atomique et l'énergie atomique. Ça veut dire qu'on touche à quelque chose de très fondamental. Si cela dégage une telle énergie, c'est qu'on touche au fondement. Au fondement. Tout ce qui existe dans le monde sensible. C'est fondamental. Sinon, on ne peut jamais dégager une telle énergie. Vous savez que les Américains ont trouvé la bombe atomique,
enfin, ce sont plutôt des Allemands, l'équipe d'Hitler qui a été récupérée par les Américains après la guerre, qu'ils n'avaient pas la certitude que ce processus d'explosion atomique s'arrête. Parce qu'il y a plusieurs atomes qui se décomposent et ça donne donc cette énergie atomique qui se dégage. Et on n'avait pas la certitude que cette chaîne que l'un atome qui explose cause un autre atome d'exploser, que cette chaîne s'arrête. Il n'avait une possibilité de 1 ou 2% que cette chaîne se n'arrête pas. Ça veut dire que si on fait exploser une bombe atomique, que toute la Terre explose. Toute la Terre. Ils n'avaient pas la certitude. Donc les Américains ont eu cette inconsidération, cette imprudence énorme d'avoir couru le risque de détruire toute la Terre en déclenchant la première bombe atomique. Ils ont pris ce risque. Donc ça, c'est vraiment, il faudra les condamner, les Américains. Ce sont des criminels. Ils ont risqué de tuer 7 milliards, enfin des milliards d'hommes et toute l'humanité entière. Bien sûr que Dieu intervient en ce moment-là, hein, parce que Dieu ne veut pas que la Terre s'arrête, parce que Dieu décide des fins des temps. Et les fins des temps seront, nous saurons ça par la foi, quand le nombre des élus sera complet. Et c'est Dieu qui décide de ce temps. Jésus lui-même dit que le Père le sait et pas le Fils, parce que ça dépend du nombre des élus, et le nombre des élus dépend de la volonté libre des hommes. Les hommes peuvent répondre à la grâce ou bien la refuser. Et ceux qui répondent sont les élus qui vont au ciel, ceux qui la refusent vont en enfer. Alors, on ne sait pas le nombre des élus, ça veut dire le nombre actuel. Mais Dieu sait en avance, parce qu'il est en dehors des temps, Dieu le Dieu, qui va répondre et qui ne va pas répondre. Et il va savoir aussi quand sera le temps que le nombre des élus sera donc atteint. Le nombre des élus, c'est le nombre, selon beaucoup, la plupart des théologiens et des pères de l'Église, le nombre des anges déchus. Donc il y a des places vides parmi les anges qui sont déchus. Il y a des places vides dans le ciel que l'homme devrait donc prendre, donc appeler de les remplir. Voilà, ça c'est une petite parenthèse théologique sur l'atome et le fait que les masses atomiques sont toutes également indivisibles par les forces physiques ordinaires. Voilà, c'est ça, ordinaire, mais pas extraordinaire. Et la force physique extraordinaire, c'est justement, entre autres, ce qui a fait la bombe atomique. Donc ça reste donc voilà. Donc alors, quelle est en cosmologie scolastique la raison de ce fait que malgré leur inégale grandeur, les masses atomiques sont toutes également indivisibles par les forces physiques ordinaires? Eh bien, en envisager que la quantité abstraite ou mathématique, rien ne s'oppose à ce que les corps subissent des divisions toujours renaissantes et finissent par se fractionner en produits partout identiques. Ça veut dire en théorie. En théorie, on pourra encore couper, ou bien par des instruments, par des compositions chimiques, en réalité. En tout cas, en théorie, on peut envisager qu'une quantité soit encore divisée en deux, si petite qu'elle soit. Donc, abstraitement, on peut l'envisager. En produit partout identique. C'est une théorie que on coupe dans les atomes et maintenant on a trouvé que dans les atomes il y a des électrons et des protons et des neutrons et que là-dedans il y a encore d'autres éléments, par exemple des quarks et que les quarks peut-être c'est vraiment l'élément le plus petit, mais on peut toujours envisager la moitié du plus petit.
Mais en théorie, on pourra peut-être poser la possibilité d'un élément qui est vraiment l'élément euh, le plus infime et qui est donc et qui est partout identique. C'est l'idée de l'atome au sens strict, ça veut dire ce qui ne peut plus être coupé, atome. Mais au-delà, c'est en théorie, mais au-delà de la quantité, donc ils sont partout identiques en quantité, hein. Mais au-delà de la quantité, il y a de la substance elle-même, avec ses exigences spécifiques. La substance qui a ses propriétés spécifiques, ses exigences spécifiques. Chaque être a de fait une tendance innée, donc c'est le but pourquoi elle a été créée, c'est la cause finale. Chaque chose a une cause finale, on va le voir, on a déjà vu un petit peu, mais on va voir plus tard en détail. Une tendance innée, donc qui est dans de nature, qui n'a pas été ajoutée artificiellement, mais qui est dedans dès le début, innée, à conserver l'intégrité de sa masse. Chaque être, ça c'est un principe universel. Je répète, chaque être, nous aussi, hein, chaque être, n'importe lequel, a une tendance innée. Chez nous, ça s'appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie est très très fort. Mais voilà, chaque être a de fait une tendance innée à conserver l'intégrité de sa masse. Voilà. On a des réflexes pour nous protéger, qu'on ne soit pas endommagé, qu'on ne soit pas donc blessé, etc., et pas tué. Donc il y a une tendance, mais c'est dans tout être, la pierre se tient ensemble, il faut faire violence pour la couper en deux avec un marteau. Donc elle a une tendance à rester ensemble et même à résister aux intempéries. Une tendance à rester ensemble, etc., etc. Plus ou moins forte, hein. L'intégrité de la masse et oppose par conséquent aux forces dissolvantes une résistance qui lui est propre. La résistance oppose aux forces dissolvantes. Il y a des forces dissolvantes, par exemple, les intempéries ont une tendance à altérer tout ce qui est sur la surface de la Terre. Et par des siècles, effectivement, les montagnes commencent à user, à perdre certaines matières. Les pointes commencent à s'arrondir, ils perdent voilà, par le froid, par le chaud, la neige, la pluie, etc. L'activité d'autres forces qui agissent sur les choses, ça s'appelle l'érosion, hein, pour les rochers et les montagnes. L'érosion, eh bien, c'est un exemple d'une force dissolvante. Et le fait que ça dure des siècles avant qu'il y ait vraiment une érosion qui est visible sur la montagne, c'est la résistance de cette montagne. Donc, elle résiste, elle veut garder sa forme. Donc, il y a un combat entre l'être qui peut garder son être total, en ce cas-ci sa forme de montagne, et les intempéries qui essayent de dissolver, hein. C'est un exemple. Alors, il est donc naturel que chaque corps, puisque ce principe est universel, de tendance à conserver son être, il est donc naturel que chaque corps simple ait sa quantité spécifique de matière réfractaire et de matière réfractaire à tout fractionnement. C'est du point de vue thomiste. Que chaque chose résiste à être diminuée. Voilà. Alors, autre point, l'affinité chimique. L'affinité. Donc, après le poids atomique, on a l'affinité. Donc, je répète encore un principe général.
vous montrer ce qu'on est en train de faire et pour vous motiver, vous suivre, c'est que ce sont des lois fondamentales qu'on trouve dans le monde mort, donc chimique, inorganique. Mais puisque tout a été créé à l'image de Dieu, et donc il y a une affinité entre toutes les choses, il y a des lois qu'on trouve dans la cosmologie qui sont applicables à tout ce qui existe, comme je viens de dire. Cette tendance à regarder son être, eh bien, c'est pas seulement de la cosmologie, mais c'est universel. 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 Donc c'est intéressant qu'on peut, par analogie, appliquer des lois qui sont valables pour le monde cosmologique euh, au monde des vivants, des plantes, des animaux, de l'homme, de l'âme même, de l'esprit. Et en plus, nous sommes en partie inorganiques. Par exemple, nos ossements, les cheveux, les ongles sont inorganiques. Ce sont des minéraux, c'est du monde, ça ne vit pas. Les ossements ne sont pas vivants, n'est-ce pas? On a en nous des minéraux, le règne des minéraux, et le règne des minéraux, donc il faut prendre des minéraux dans la nourriture, sinon on va devenir malade. Donc on a un aspect, nous, le corps humain, notre être, un aspect cosmologique. Donc en étudiant la cosmologie, on comprend mieux soi-même. Donc on va avancer. Hein. Ensuite, on va voir le règne des plantes, des animaux, et puis l'homme, et puis Dieu, etc. Donc dans ce sens, c'est intéressant. Alors, donc dans ce double sens, qu'il y a des lois qui sont applicables, bien sûr, les lois de la cosmologie sont applicables dans les autres règnes, le règne des plantes, animaux, etc. Et deuxièmement, que nous sommes finalement en partie inorganiques. Pour ces deux raisons, l'étude de la cosmologie est quand même intéressante. Et troisièmement, c'est un exercice pour bien donc raisonner logiquement et systématiquement. Donc, c'est une science. Donc, il y a une discipline scientifique. Deuxième paragraphe, l'affinité chimique. Donc, l'affinité chimique est une des manifestations les plus frappantes de la diversité spécifique des corps inorganiques. Voilà. Donc, l'affinité chimique. Elle se révèle à la fois, premièrement, comme aptitude des contraires à la combinaison. Donc, il y a deux corps différents, il y a une attitude de combinaison. Par exemple, on a déjà vu, l'hydrogène et l'oxygène ont une aptitude à se mettre ensemble et dans une certaine mesure, H2O, ça devient de l'eau. De l'eau. Une attitude de contraire, de choses qui ne sont pas égales à la combinaison. Deuxièmement, l'affinité et l'affinité chimique se révèlent comme tendance élective. Tendance élective. Elle va tendre à élire quelque chose et à rejeter autre chose. Tendance élective. Parce qu'il y a plus d'affinité avec une chose qu'avec une autre. Le plastique n'a pas d'affinité avec l'eau parce qu'il repousse l'eau, mais une aptitude pour le chaud, parce que le plastique accepte le chaud et peut même se fondre. Mais il rejette l'eau. Voilà. Donc il y a une tendance élective. Il rejette l'eau, mais il accepte le chaud, la chaleur. Par exemple. Troisièmement, l'affinité chimique se révèle comme force ou énergie chimique. L'affinité, c'est une force. C'est une tendance pour se mettre ensemble. C'est une force chimique, une énergie chimique. Il y a quelque chose qui met deux choses en marche, en mouvement. Ça peut mettre deux choses en mouvement. S'il y a deux choses qui sont à côté l'une de l'autre, qui ont de l'affinité, il y a une combinaison qui peut se former spontanément. Ça veut dire spontanément par la force justement de l'affinité. Alors,
premier point, l'affinité ne s'exerce normalement qu'entre corps hétérogènes. Ah oui, parce qu'il s'agit d'aptitudes contraires. Donc c'est corps hétérogènes. Saint Thomas en parle, que miscentur reportet ad vicem alterata esse quod non contingit nisi in discorum es materia eadem et possunt esse activa et passiva in vicem. J'essaie de traduire. Tout ce qui est mélangé, il convient que l'un et l'autre, donc réciproquement, ils sont différents. Et ce qui n'arrive pas, sauf si, ou à condition que, dans les choses dans lesquelles sont la même matière, ou la matière, et Adam c'est la même matière, et puissent être actifs et passifs réciproquement. Donc il faut quelque chose comme une affinité. L'affinité, c'est qu'il y a donc la même matière, mais ce sont des choses différentes avec en même temps une matière, une affinité. Voilà. Et que l'un agit activement et l'autre passivement, que l'un agit sur l'autre et que l'autre accepte cette action. Par exemple, le plastique n'accepte pas l'action de l'eau, mais il accepte bien l'action de la chaleur. Voilà, donc c'est saint Thomas qui en parle, c'est curieux quand même. Ça. Dans son œuvre De sensu et sensato, du sens et du sensé, enfin du sensible. Alors, d'après les scolastiques, ça veut dire les disciples de saint Thomas et d'Aristote, tout composé est un être essentiellement un. C'est un composé. Il est composé, mais il est un. Ça veut dire qu'il a bien des parties distinguables ou distinctibles ou pouvoir être distinguées, mais pas séparées. Donc c'est un. Le composé n'est pas séparé. Donc s'il est un, même s'il y a des choses à distinguer, donc distinguables, à distinguer. Donc tout composé est un être essentiellement un et spécifiquement distinct de ses composants. Donc le tout n'est pas la partie et la partie n'est pas le tout. Donc il y a encore une distinction entre le tout et la partie, bien sûr. Un citoyen, ce n'est pas la patrie, hein, mais la patrie n'est pas un citoyen. Donc c'est encore une distinction à faire entre une personne et la société dont cette personne est membre, entre un membre et la société. Bien sûr, il y a différence entre les deux, mais pas séparation, mais distinction. Voilà, c'est ça. Or, pour que deux corps puissent, par l'exercice de leur affinité mutuelle, nécessiter, ça veut dire que ça arrive nécessairement, leur passage à un état substantiel nouveau, donc on a vu ça l'autre fois, c'est dans la composition, la production de substances corporelles, hein, on a vu ça l'autre fois, donc il y a un passage à un état substantiel nouveau, il leur faut, d'évidence, subir des altérations profondes. Et pour devenir autre chose, on doit quitter sa spécificité qui s'oppose à cette spécificité nouvelle. L'hydrogène n'est pas de l'eau. Pour devenir de l'eau, il doit quitter quelques propriétés d'hydrogène. Quand elle se compose avec l'oxygène, elle devient de l'eau. Donc c'est plus de l'hydrogène. Elle a encore quelque chose d'hydrogène, mais pas tout. Donc subir des altérations profondes parce que c'est dans la propriété de la molécule et l'atome. Subir des altérations profondes et donner lieu à une résultante de forces incompatibles avec leur nature respective. Une résultante de forces
mais incompatible, cette résultante, parce qu'elle est distinguée, elle est différente, il y a une altération, donc incompatible avec leur nature respective. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas trois natures dans l'eau. Hein. Il n'y a pas la nature de l'exogène, l'oxygène, et puis la nature de l'eau. S'il y a une seule nature, deux composés. Deux composés. Donc l'oxygène et l'hydrogène ont perdu quelque chose de leur spécificité quand ils sont ensemble et quand ils sont tout seuls. Deux corps identiques, par contre, ne peuvent se communiquer que des propriétés qu'ils possèdent déjà. Et c'est évident comme tout. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas prouver. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et on donne ce qu'on a. Voilà. Tout simple. Autre point, l'affinité est une tendance élective. Élective. Ça veut dire être choisi. Tous les êtres de l'univers, nous dit la théorie thomiste, ou la doctrine thomiste, ont été créés pour une fin. Oui, mais on sait que c'est absolument vrai parce que c'est prouvé absolument par la révélation. Tout a été créé avec poids, mesure et ordre, dit l'Écriture sainte. Voilà. Nous savons comme croyants que il y a une fin, c'est-à-dire l'ordre. On est ordonné à. Il y a de l'ordre. Donc chaque chose est ordonnée à autre chose. Donc créé pour une fin. Et la fin finale, terminale, c'est Dieu. Tout a été créé encore pour la gloire de Dieu. C'est le deuxième élément révélé. Maintenant, je parle en tant que théologien, mais je redescends au niveau philosophique, donc uniquement le raisonnement. Mais même avec le raisonnement purement humain, on peut constater que tous les êtres, sans exception, ont été créés pour quelque chose. C'est créé pour une fin, ont une cause finale. C'est la cause finale. Ils doivent concourir à la réalisation et au maintien de l'ordre universel. Voilà. Ça, c'est une fin à part de Dieu lui-même. Ça, c'est la fin qui est en dessous de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs fins. Par exemple, le minéral est pour la plante c'est pour l'animal c'est pour nourrir l'homme c'est pour rendre gloire à Dieu. Voilà. Donc il y a des fins intermédiaires. Donc, eh bien, la fin ultime en dessous de Dieu, parce que Dieu est la fin ultime par excellence, mais la fin la plus ultime en deuxième rang, juste en dessous de Dieu, c'est l'ordre universel. C'est le bien commun de l'univers. C'est logique. En dessous de Dieu, il y a toute la création. C'est l'ordre universel, dont Jésus est le roi. On le sait par révélation. Pour le monde visible, c'est l'homme qui est roi de tout l'univers visible. Et tout est fait pour, et l'homme est fait pour, donc le plus noble dans l'homme, c'est son âme. Donc tout l'ordre visible est en vue de l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme, c'est pour Dieu, de toute façon, c'est. L'ordre universel, c'est l'ordre pas seulement d'un homme, mais de tous les hommes, de tous les êtres, visibles et invisibles. Tout ce qui n'est pas Dieu. Et dans tout ce qui n'est pas Dieu, il y a un ordre. Et c'est l'ordre universel, qui est une copie du plan divin, ou plutôt la réalisation du plan divin. Création, providence. Et création, providence, on peut le prouver au niveau naturel même, hein, on n'a pas besoin de la révélation pour savoir qu'il y a un créateur, que tout a été créé et qu'il y a un ordre, une providence. Ça veut dire que Dieu ne crée pas seulement, mais qu'il continue à prendre soin de sa création. Le plan divin. Dans ce but,
l'ordre universel, le Créateur les a doués d'inclination. Forcément, pour aller à la fin, il faut une inclination vers cette fin. Sinon, il ne va jamais atteindre cette fin s'il ne veut pas cette fin. La chose va vouloir cette fin consciemment, ça veut dire les êtres qui sont de l'intelligence, ou inconsciemment. Par exemple, chez les animaux, c'est l'instinct. Chez les plantes, c'est encore la tendance, etc. Il y a des tendances dans les autres êtres. Donc, dans ce but, le Créateur les a doués d'inclination foncière qui orientent leurs activités et assurent la stabilité des lois cosmiques. Il y a un ordre dans le cosmos, un ordre de la nature, un équilibre naturel. On parle de l'équilibre naturel. Eh bien, c'est le Créateur qui a mis ça dedans. Et ceux qui prennent soin de cela, ce sont les anges. Ça, on sait encore par révélation. Donc, je reviens à la philosophie ici. Bon, il donne ici donc le texte latin de ce qu'il vient de dire. Donc, il dit, voilà, l'affinité chimique, sous son aspect de tendance élective, ça veut dire qu'il choisit cette fin-là, mais pas une autre. Et c'est une tendance faire quelque chose et pas faire autre chose. Donc, dans ce sens d'être élective, est la plus saisissante manifestation de ce que les scolastiques appellent finalité immanente. C'est une finalité, ça veut dire c'est une tendance vers une fin, mais immanente, ça veut dire c'est en dedans de la chose, c'est une loi, c'est une force qui est dans la chose. Par exemple, la plante tend à pousser en haut vers le soleil, vers la lumière, elle cherche la lumière, et les racines cherchent de l'eau et les minéraux, et elle veut s'épanouir et porter des fruits et se multiplier. Voilà. C'est une tendance qui est dans toute plante. De s'épanouir en haut et en bas, et en largeur, et ensuite de porter des fruits et se multiplier. Et chanter la beauté, parce qu'une plante peut être très belle avec les fleurs, et peut être utile par ses fruits à l'homme et à l'animal, etc. Donc, c'est ça un exemple de la tendance qui est dans la plante. Et bien, même dans le monde du minéral, il y a une tendance. Il y a des tendances, faire ceci, faire cela. Par exemple, l'eau a la tendance d'être plate. Et quand elle est agitée, c'est par le vent, mais si elle n'a pas une influence, elle est plate. Et elle cherche toujours le point le plus bas. L'eau cherche le point le plus bas et elle va se mettre dans ce point le plus bas, mais de manière absolument horizontale. Voilà. Horizontale, ça veut dire elle va suivre bien la courbure de la Terre. Si c'est la mer, c'est horizontal de manière relative, ça veut dire elle va quand même suivre la courbure de la Terre parce que moi, personnellement, je ne crois pas dans la Terre plate. Voilà. Alors, troisième point, l'affinité considérée comme force ou énergie chimique. Force. Donc il y a une affinité, c'est une tendance, mais cette tendance est tellement forte que c'est une force, voilà, ou une énergie. Lorsque les corps agissent chimiquement, voilà, voilà. Donc si le soleil, avec sa chaleur, rencontre de l'eau, hein, si le nuage se dissipe et le soleil frappe l'eau de l'océan, il y a une tendance à s'évaporer. De l'eau va réagir avec le soleil et va devenir de la vapeur, par exemple. C'est connu, ça donne des nuages, etc. On a besoin de ça, sinon on aura partout des déserts. C'est pour le bien de l'univers, voilà. Que cette loi chimique existe, que l'eau va évaporer sous l'influence de la chaleur, sinon on n'aurait pas de nuages, pas de pluie, et on n'aurait pas de plantes. Alors, donc, c'est l'ordre dans la nature. Lorsque les corps agissent chimiquement, par exemple, l'eau réagit chimiquement, ça devient de la vapeur sous l'influence du soleil,
c'est-à-dire en vue de réaliser des composés nouveaux, la vapeur, c'est sous l'incitation de cette tendance foncière. Il y a une tendance foncière de l'eau de devenir de vapeur sous l'influence de la chaleur. Ça ne va pas venir autre chose que la vapeur. Donc il y aura une tendance élective vers la vapeur. Tendance foncière, ça appartient à l'eau, c'est à la nature de l'eau, que les forces mises en jeu se déploient. Voilà. C'est presque, enfin, c'est nécessaire. S'il y a une chaleur, une certaine force qui touche l'eau, l'eau va s'évaporer. Ou la glace va se fondre, voilà. Et après, elle va s'évaporer. En d'autres termes, les énergies chimiques ont dans l'être même, la norme de leur activité spontanée. La glace de se fondre une fois qu'elle dépasse 0 degré, et l'eau de s'évaporer une fois qu'elle est, donc en contact avec de l'air sous l'influence de la chaleur. L'intensité de l'action doit donc se mesurer à l'intensité de la tendance mutuelle des masses réagissantes. Les masses réagissantes. Donc de l'eau avec l'air et avec le soleil. D'autre part, si chaque corps a sa nature spécifique et ses énergies propres, ses tendances propres, donc il y a une autre tendance dans le fer que dans l'eau, et dans l'hydrogène que dans le soufre. Si chaque corps a sa nature spécifique et ses énergies propres, qu'y a-t-il de plus naturel que la dépense de forces calorifiques, électriques et luminiques, donc de chaleur, d'électricité et de lumière, diffèrent d'une substance à l'autre? Ah oui. La dépense de forces calorifiques. Bien sûr. Puisque chaque corps a sa nature spécifique. Eh bien, il y aura ici une tendance différente à l'électricité. Le cuivre va avoir une tendance différente à l'électricité que le bois. Le bois isole et le cuivre, il va laisser passer. Hein. C'est un conduit d'électricité, par exemple. Alors, voilà, on continue. Après les poids atomiques, l'affinité chimique, on a un autre élément. Un fait d'ordre chimique, c'est l'atomicité ou la valence. L'atomicité ou la valence. La constance relative à l'atomicité. L'atomicité n'est pas plus que le poids atomique et l'affinité livrées aux caprices du hasard ou des circonstances variées dans lesquelles s'exerce l'activité de la matière. C'est ça l'atomicité. C'est le poids atomique et l'affinité, livrés aux caprices du hasard. Donc ce sont deux propriétés de l'atome, son poids et son affinité. Propriété naturelle. Elle est relativement constante, parce qu'elle appartient à la nature. La nature ne change pas. Non. La nature, c'est la nature. Donc, c'est ce qui justement ne change pas. Ce n'est pas un accident, c'est la nature. Un accident peut changer, on peut changer de couleur, etc., de poids. On peut perdre du poids, prendre du poids, mais on reste homme. Hein. On reste homme. Et si on prend de poids au poids, on reste homme. Donc il y a, c'est dans tout être comme ça, n'est-ce pas? Elle est relativement constante, c'est-à-dire que les variations peu nombreuses dont elle est susceptible
se produisent dans le cas nettement déterminé. Donc les variations sont limitées et déterminées. La théorie thomiste rend compte de ce double fait. Selon nous, l'atomicité, donc selon les thomistes, les néo-thomistes de l'école de Monseigneur Mercier, cardinal Mercier, selon nous, l'atomicité doit jouir d'une certaine constance. Alors forcément, parce qu'elle appartient à la nature. C'est une propriété essentielle qui émane de la nature. Car elle dépend, voilà, de la nature même du corps. Le composé chimique est le but primordial vers lequel convergent les corps simples. Le composé. Sinon, il n'y a jamais de composé, très rarement. Donc le composé est le but des corps simples qui justement sont les parties de ce composé, ou qui pourraient être parties de ce composé. Les corps simples. Donc le composé, c'est le terme de leur tendance native ou naturelle. Il faut donc que le composé soit un type défini. Parce que les éléments sont seulement capables de faire un composé déterminé. Hein. L'hydrogène et l'oxygène, quand ils se mettent ensemble, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Ça devient de l'eau si c'est H2O. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de variations. Ça ne peut pas devenir par exemple du soufre, ou pardon, je sais pas quoi, du pain, ou autre chose, ou du plastique, voilà, ou du charbon. Ah, donc hydrogène et oxygène donc, font un composé, un type défini, doué d'une physionomie invariable. Le composé. Ah oui, sinon il n'est pas composé. S'il varie de physionomie, il devient autre chose, tout simplement. Aussi longtemps qu'il est ce composé, il garde sa physionomie voilà, invariablement. Sa constitution ne peut dépendre des circonstances infiniment changeantes de la combinaison. Sinon, la fin naturelle des corps simples varierait comme le milieu des réactions. Notons des réactions. Nous, il y a un certain repos qui se fait. Donc, des corps simples ont une affinité, ils vont avoir une tendance à se composer, et une fois le composé est là, et voilà, il y a du repos, il n'y a plus une tendance vers autre chose directe. C'est pas comme un milieu de réaction, ça veut dire que ça continue à réagir, agir. Sauf s'il y a encore d'autres éléments qui interviennent, mais on parle seulement de ce point de vue-là. Or, la nature d'un composé est fonction, non seulement du caractère des composants, mais aussi du nombre d'atomes qui les représentent. Ça joue aussi le nombre des atomes. Par exemple, ça va avoir une influence sur son poids et sur d'autres propriétés. De plus qu'il y a d'atomes, de plus qu'il y aura des forces, des propriétés, la force de propriété. Ce nombre d'atomes est lui-même déterminé par l'atomicité. L'atomicité, on voit, c'est le poids atomique, l'affinité. Voilà. Le nombre d'atomes est lui-même déterminé par le poids, et le poids par le nombre, donc, par l'atomicité. Puisqu'il en est la mesure. L'atomicité, c'est la mesure des nombres, parce que c'est le poids. L'atomicité jouit donc avec le composé d'une même constance et relève, comme lui, de la nature des générateurs.
Parce que le générateur donne toujours, communique sa forme. Et s'il y a plusieurs générateurs, la forme va être un composé de deux formes, c'est-à-dire une nouvelle forme, la forme de composé. Donc il y a une constance, parce que c'est cette nature-là, des générateurs, pas une autre, et la combinaison de ces natures des générateurs donne un composé spécifique, pas un autre. H2O donne la nature d'eau et pas autre chose. Mais faut-il, que cette constance soit absolue, ne comporte aucune exception? C'est ça une question. Alors, assurément, non. Pas d'exception. Si l'atomicité relative a pour cause éloignée la nature des composants, et là, donc, un relatif, ça veut dire qu'il y a une relation entre les atomes. Ils se mettent ensemble, ils se mettent en relation. Donc, l'atomicité relative a pour cause éloigner la nature des composants. Bien sûr, c'est la nature des composants qui va déterminer la nature du composé. Et là, pour cause prochaine, les attractions, qu'il faut attirer pour se mettre ensemble, et les répulsions, on se met ensemble avec celui-là et pas avec l'autre. Donc on peut l'autre, on prend les attractions et les répulsions exercées par les agents immédiats de la combinaison. Voilà. L'agent immédiat de la combinaison va faire en sorte qu'on repousse toute autre chose, sauf les composants qui vont donc faire le composé. Le contact entre tel nombre d'atomes plutôt qu'un tel autre suppose d'évidence l'intervention de ces forces mécaniques. Mécanique, c'est-à-dire qui mettent en marche un mécanisme, une sorte de mécanisme, le mécanisme de se composer, de faire quelque chose, et bien de faire le composé. Or, bien que ces forces intrinsèques, ça veut dire qu'elles sont en dedans de la nature des atomes et des composés, soient sous la dépendance de la finalité immanente, parce qu'ils ont tendance à faire une forme, et la forme toujours en vue de la cause finale, le but pourquoi ils vont exister, ils existent. Sous la dépendance de la finalité immanente, c'est immanent, ça veut dire c'est à l'intérieur, c'est inné, c'est pas extérieur, c'est pas communiqué extérieurement par un agent extérieur, mais immanent à l'intérieur. Sous la dépendance de la finalité immanente, et en suivant les directions dans laquelle cette finalité est poussée, elles sont, donc ces forces intrinsèques, cependant, de toutes les énergies corporelles les plus extérieures, les plus exposées aux influences du dehors. Donc, quoique ces forces intrinsèques sont sous la dépendance de la finalité, elles sont quand même sous la dépendance d'énergies corporelles extérieures, plus extérieures. Pourquoi? Parce que justement, elles vont faire de deux choses une. Et qu'une chose se met avec une autre chose, c'est extérieur. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas un composé, ils sont l'extérieur l'un de l'autre. Donc dans ce sens-là, ce sont encore des forces immanentes, mais qui s'exercent de manière extérieure. C'est aussi le cas de toutes les énergies mécaniques. Toute énergie mécanique vient de l'intérieur, mais elle a tendance à se faire quelque chose à l'extérieur de soi-même. Donc une machine mécanique fait quelque chose en dehors de soi-même. Mais la force est à l'intérieur, mais elle fait quelque chose à l'extérieur. Dès lors, il serait étonnant qu'elle restasse, c'est un subjonctif restasse, insensible à toutes les excitations des agents physiques. Donc il ne reste pas insensible aux excitations des agents physiques. Les agents
extérieure. Au surplus, le cercle restreint de ces variations et les circonstances déterminées où elles se produisent nous prouvent la nécessité de rattacher la constance relative de l'atomicité aux principes fonciers des agents chimiques. Donc le cercle restreint, ça veut dire qu'il y a seulement un nombre restreint de variations possibles pour ces éléments, et les circonstances déterminées où elles se produisent. Dans ces circonstances-là, j'ai donné l'exemple de l'eau qui s'évapore. Il y a toujours des circonstances que la chaleur tape dessus, sinon il n'y a pas d'évaporation. Les circonstances déterminées où elles se produisent nous prouvent la nécessité de rattacher la constance relative d'atomicité. Donc l'eau reste l'eau, elle a tendance à rester l'eau, sauf si la chaleur est tellement forte qu'elle est capable d'en faire autre chose, mais quelque chose de déterminé. De la vapeur et pas autre chose. Donc la chaleur et l'eau deviennent vapeur et pas autre chose. Donc encore, le cercle est restreint. Mais donc influençable par des agents extérieurs chimiques cette fois-ci, donc la chaleur du soleil. Alors voilà, j'ai encore une minute, je ne vais pas continuer. Je me demande s'il y a des questions par rapport à cela. Pour ceux qui ont le courage, il suffit de suivre. Voilà, François nous a joint entre-temps. Est-ce qu'il y a des questions? C'est assez sec, mais moi je trouve quand même que ça rentre dans vraiment l'intérieur, l'intimité des choses visibles et nous baignons dedans. Nous sommes molécules et atomes, hein, et tout ce que nous voyons, c'est molécules et atomes composés. Alors, c'est quand même bien de comprendre un minimum de ce qui se passe dans notre corps et à l'extérieur de notre corps. Dans ce sens, c'est quand même intéressant. Et c'est pas quelque chose qui ne sont pas des hypothèses de travail, mais c'est vraiment la réalité. La philosophie touche la réalité. C'est une science. Donc ceci est certain. Ce qu'on a vu, c'est des choses certaines. C'est pas des hypothèses comme la théorie d'Einstein, c'est une hypothèse. Il parle d'hypothèse que la lumière, la vitesse de la lumière est une constante et tout le reste varie. Alors, ben, ça c'est supposé. C'est une supposition. Il n'y a pas de questions pour le reste? Non, s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors voilà, j'espère que tout va bien. Demain, il y a un cours de spiritualité. Comme vous savez, ce cours-ci se trouve bien sûr sur Internet. Enfin, pas cette conférence-ci, il faut attendre quelques jours. Mais le cours lui-même, c'est, comme vous savez déjà, je pense, voilà, c'est celui-là. Je donne le lien. Donc, si vous voulez, ça vous intéresse des cours passés, voilà, c'est sur mon site. Apparemment, il n'y a pas de... Voilà, attendez, il y a encore un petit... si François pose la question. La biologie végétale regorge d'exemples de finalités immanentes. Exactement, exactement. Ouais. In manere. Immanent, ça vient de in manere. Oui. Celui de demeurer dedans, à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la chose. Donc c'est inné. Exactement. Exactement. Mais même dans les minéraux, n'est-ce pas? La pierre a une tendance de tendre à une autre masse. C'est l'attraction. Et la masse la plus grande, elle attire la plus petite vers elle. Donc c'est la terre qui attire la pierre, et ce n'est pas la pierre qui attire la terre. Mais si cette pierre devient grande, de par une certaine, je dis, elle serait grande, s'il y a une pierre qui touche la terre qui est plus grande que la terre, par exemple une étoile filante, une météore qui serait plus grande que la Terre,
eh bien, c'est la Terre qui va bouger, hein, qui va changer son orbite, son cours autour du Soleil. L'étymologie éclaire toujours le sens, oui. Normalement, c'est ça, exactement. Voilà, donc je prends un rendez-vous pour ceux les candidats. À demain pour le cours de spiritualité. Merci.